Alors, Pierre-Yves, vous allez jouer au jeu des comparaisons des revenus médiatisés? Oui, parce que dans les médias, on fait beaucoup d'articles sur les revenus moyens, les revenus médians. Et on dit aux gens, voici le revenu d'un Québécois, d'un Canadien. Et chaque fois, j'ai de l'urticaire, hein, j'ai un petit peu d'eczéma qui pousse parce que c'est plus Pourquoi? complexe que ça. Première des choses, de quelle source parle-t-on? Quelle source de revenu? Est-ce que c'est le revenu d'emploi, le revenu brut, le revenu de loyer, de placement, de pension alimentaire? Est-ce qu'on inclut, oui ou non, des revenus de régime des rentes du Québec, de supplément de revenus garantis? C'est jamais dit. On parle aussi des fois du revenu net, c'est-à-dire le revenu après déduction réelle. Bien, je m'excuse, mais si vous prenez le revenu net d'une personne par rapport au revenu brut, c'est pas la même chose. Donc, si moi, comme Canadien, je me dis, ah, je gagne 70 000 et le revenu dont on me parle dans les médias, c'est 40 000, je me sens riche, alors que c'est un autre type de revenu. Maintenant, on peut aussi parler de revenus disponibles qui sont après les cotisations gouvernementales. On peut parler aussi de prêts et bourses. Donc, il y a beaucoup de types de revenus. Après ça, est-ce qu'on inclut tout le monde? Parce que si on dit autour de la table, par exemple, ah, le revenu est, je sais pas moi, 60 000, mais qu'autour de la table, il y aurait 6 étudiants à temps partiel qui travaillent chez Starbucks, bien évidemment, ça vient biaiser parce que ce ne sont pas des travailleurs à temps plein qui viennent représenter la population canadienne. Après ça, travailleur autonome versus salarié. J'ai souvent une discussion avec des gens qui sont travailleurs autonomes et qui me disent, ah, ça va bien mes affaires, voici combien je gagne. Je dis, oui, mais t'es travailleur autonome. Puis là, ils me regardent avec des yeux dubitatifs comme un chevreuil sur l'autoroute vis-à-il des phares et ils me disent, mais c'est quoi le problème? J'ai dit, ajoute à ça que tu payes les primes de RRQ, cotisation RRQ employeur-employé. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de régime de retraite, il n'y a pas d'avantages sociaux. Donc, est-ce que tu gagnes 30 à 40 de plus que tu gagnerais comme salarié? Non. Ben, il y a une différence de revenu réel. Après ça, de quel moment datent les données? Souvent, on voit des articles de journaux. Ah, le revenu médian au Québec est de tant. Oui, mais ça date de 2021. Ah, oui, mais on est en 2025, là. Oui, mais ça prend un temps, un certain temps, là, Ben oui, ça prend un certain temps. recueillir et analyser ces données-là. Oui, mais entre 2020 et 2024, il y a eu 17,5 d'inflation totale. Donc, évidemment, il y a eu des augmentations de salaire depuis. Après ça, on dit aussi de qui on parle. Tu sais, parce qu'au Québec, il y a des gens qui sont en PME, donc qui sont des travailleurs autonomes, mais qui sont incorporés, des propriétaires d'entreprises, qui ne prennent pas l'ensemble des revenus de l'entreprise puis se les verser personnellement parce que les besoins ne sont pas là, hein. Au Québec, on aurait à peu près 278 000 entreprises de 1 à 9 employés. Et donc, ça veut dire qu'il y a des capitaux souvent qui restent dans l'entreprise pour réinvestissement ou pour simplement épargne du propriétaire ou des propriétaires. Et donc, les chiffres officiels ne sont pas les vrais chiffres. Il faut toujours se dire qu'ils sont sous-estimés. Après ça, on parle de revenu médian versus revenu moyen. Je vous donne l'exemple. Vous êtes trois dans une pièce. Un gagne 20 000, l'autre 60, l'autre 200 000. Bien, le revenu moyen, c'est 93 000. Le revenu médian, donc celui du milieu, c'est 60 000. Méchante différence. C'est la même chose avec les statistiques. Comparons après ça, quand on parle de revenu médian. Ah, l'Institut de la statistique dit que le revenu médian au Québec est de 36 400 Ah, les gens lisent ça, disent, mon Dieu Seigneur, je gagne 60 000. Je suis bien plus haut que le revenu médian. Là, on va lire les données. Ah, c'est le revenu médian après impôt. Au palais, pas la même chose. On continue. La source des données. Parfois, la source des données, c'est un sondage d'autodéclaration. On appelle des gens qui font en vaisselle. Combien vous gagnez par année? Ah, 70 000. Attention, cette personne-là n'est pas allée voir sa déclaration de revenus, n'a peut-être pas tout inclus là-dedans. Travaille-t-elle 30 heures ou 40 heures? Et travaille-t-elle à l'année ou à temps partiel? Donc, il y a des variables. On continue. C'est quoi le niveau de pression pour le dollar? Parce que ça, c'est une autre affaire. Si je vous dis, je gagne 50 000 par année, vous me dites, OK, tu travailles combien d'heures? As-tu des employés? Est-ce que tes heures supplémentaires sont payées? Parce que beaucoup de gens qui travaillent comme salariés pensent que les heures supplémentaires sont automatiquement payées dans la société. Eh bien non. Si vous êtes payé à l'année, non pas à l'heure, bien souvent, vous avez une charge qui est plus grande que le nombre d'heures pour lesquelles vous êtes payé. Les cadres vivent ça. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à recruter des cadres chez les jeunes maintenant. Est-ce qu'on a des pauses? On a-tu de la pression? Est-ce qu'on est payé au rendement? Est-ce qu'on a une sécurité d'emploi ou pas? Tout ça se monétise. Les conditions de travail. Est-ce que je travaille dehors à moins 40 ou en dedans à l'air climatisé? Quelle est la part de l'aide gouvernementale? Parce que des fois, on dit, ah, regardez, cette dame ou ce monsieur monoparental avec 2 enfants gagne 60 000. Comment peut-il arriver? Et c'est vrai que c'est beaucoup de dépenses. Mais quand on regarde la réalité, une personne qui a 2 enfants d'âge, disons, scolaire, se retrouve avec un revenu disponible de 62 000. C'est-à-dire qu'après avoir payé charges sociales, l'impôt,
le 60 000 devient 62. Alors qu'une personne célibataire avec aucun enfant qui paye ses charges sociales se retrouve avec un revenu disponible de 44 000. Et donc, il y a 18 000 d'écart entre la personne qui a 2 enfants au net et la personne qui n'a pas d'enfants. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce que les charges des enfants sont équivalentes? C'est une discussion à avoir. Après ça, on parle d'une chose dont je vous ai parlé récemment. Il y a une chose qui s'appelle la fraude fiscale au Québec. On en parle peu parce qu'elle est de diverses formes. Je vous donne un exemple. Beaucoup de gens dans les revenus à pourboire disent je déclare 8 de mon revenu en pourboire, c'est ça que le gouvernement me demande. Non. C'est ce que le gouvernement t'impose minimalement. Si tu fais 20, tu déclares 20. Et une personne qui fait des travaux la fin de semaine, même chose, on doit déclarer. Quand on reçoit des cadeaux de son employeur non déclarés, certains sont à déclarer. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne déclarent pas tout. Puis après ça, il y a la diversification des revenus. Est-ce que mes revenus sont volatiles? Ça veut dire que d'une année à l'autre, est-ce que j'ai des revenus qui sont les mêmes? Même si les statistiques officielles disent que j'ai fait 60 000 l'an dernier, peut-être que l'an prochain, ce sera 50 ou 40. Oui, ça, c'est vrai, surtout pour les travailleurs autonomes, justement. Là. Puis est-ce que ma vie va être remplacée? Comme par exemple, si vous êtes sur TikTok aux États-Unis présentement, vous êtes un peu stressé. Parce que si vos revenus sont tirés de vos revenus de TikTok et qu'on menace de fermer votre canal de diffusion, c'est comme si on fermait votre existence sur Internet. Et donc, il y a une variation avec ça. Et après ça, les règles fiscales. Je vous donne un petit calcul vite. Si vous gagnez 50 000, si on tient compte du crédit de base, vous payez à peu près 8 600 d'impôts. Si vous gagnez 200 000, vous payez 72 000 d'impôts. Donc, ce que je veux montrer, c'est que si vous passez de 50 à 100 000, vous doublez vos revenus, mais vous triplez votre impôt. Si vous passez de 50 à 200 000, vous quadruplez vos retenues, mais vous multipliez par plus de 8 fois l'impôt. Et donc, ce n'est pas parce que vous doublez votre revenu que vous avez plus de capacité de doubler vos dépenses ou votre capacité de vie. Donc, on ne parle jamais des actifs, on ne parle jamais vraiment des sources, mais on prend un article de journal et dépendant de qui s'en sert, voilà ce qui arrive. Puis dans les éléments déterminants, est-ce qu'il faut ajouter maintenant aussi télétravail versus présentiel? Excellent point, parce que le télétravail à 60 000, pas de lunch à faire, on travaille à la maison, on peut faire une brassée de lavage en même temps, pas de déplacement, pas de voiture, il y a un enjeu important. Versus quelqu'un qui est obligé d'être physiquement présent comme gardien de sécurité à tel endroit, à telle heure, de nuit. Et je donne un exemple, tantôt, je parlais avec la personne qui finissait son travail de nuit sur le ménage ici, puis je disais, hey, c'est fou, hein, moi, je me lève à 4 heures pour venir ici à 5 heures. Cette personne-là était là pendant la nuit. Ça se monétise à combien, ça, travailler de nuit? Je l'ai déjà fait, on avait une petite prime de nuit dans les usines pour travailler de nuit. Mais il y a un coût personnel aussi de ne pas être disponible pour les enfants, de ne pas être disponible pour le travail puis la vie. Donc, oui, hypothéquer sa santé parfois parce qu'on n'arrive pas à récupérer le sommeil parfaitement le jour. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas se fier du tout à ces données-là qui sont publiées. Disons que c'est une base. Quand même, la liste de plaintes, elle est longue. Il faut prendre les données avec parcimonie, mais surtout, il faut se dire, c'est une base de référence, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas une représentation de ma richesse ou de ma pauvreté. C'est un biais d'ancrage. Très intéressant. Pierre-Yves McSween, je vous remercie. On se reparle demain. À demain. À demain.